Nous n'avons pas eu de problème de rien dans ce pays, rien. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. Nous avons un problème depuis que nous avons une immigration qui a importé la religion islam dans notre pays. Posons le sujet sans tabou. C'est ok. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça peut pas durer. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. En plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Après, vous pourrez parler. Non, Monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Hein, oui. ah, merci. Donc, bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Et si nous voulons nous écarter des agences de notation, il faut rembourser notre dette et réduire notre déficit. Qui c'est qui a dit ça? Historique, pour la première fois, un président de la République, ici en France, est condamné à de la prison ferme. Tout est en train de partir en sucette. Pas de panique. Ça sert à rien. Et c'est pas vrai. L'ambiance est bonne. Parlons de la dette. Elle était de 900 milliards d'euros en 2002. Elle est donc passée à 1800. Le double. Le double. Nous avons un problème depuis que nous avons une immigration qui a importé la religion islam dans notre pays. Venez chanter à mes côtés. Et si tu veux changer le monde. Et c'est génial. Ça, c'est l'USB, c'est du positif, excusez-moi. Ils sont complètement fumés, quoi. Nous devons faire des économies partout où elles sont possibles. Et j'ai la certitude que nous pouvons faire mieux en dépensant moins. Mais là où il y a un énorme mensonge de la part de la droite, c'est sur le fait que, contrairement à eux, nous tenons les dépenses. Nous tenons les dépenses. Bonjour. Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord? Non, 60 milliards sur les 5 ans. Non. Ah, 60 milliards par an. Oui. France is back. Il y a une addiction française à la dépense publique. Comme toute addiction, elle ne règle rien du problème qu'elle est censée soulager. Et comme toute addiction, elle nécessitera de la volonté et du courage pour s'en désintoxiquer. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, quoi qu'il en coûte. Avec une dette publique représentant plus de 44 000 € par habitant, la France est enquistée dans une équation infernale. Nous n'avons aucune leçon à recevoir sur les questions d'équilibre des comptes publics et de préservation de l'avenir. L'ancien Premier ministre Jean Castex a été placé en garde à vue ce jeudi 13 février à 9 h pour faux, usage de faux et détournement de fonds publics. Ce doux pays aux prélèvements obligatoires les plus importants du monde réussit à mécontenter aussi bien ses fonctionnaires que ses usagers. Vous ne comprenez rien à notre fiscalité ? Rassurez-vous, tout cela est bien voulu, pensé et organisé. L'objectif est de vous faire payer toujours plus et toujours plus discrètement. Le meilleur prélèvement étant bien entendu celui qui ne se voit pas et dont on ne parle jamais, mais qui rapporte gros à l'État. Merci mes amis. Dans la liste des recettes de l'État, il y a les principaux prélèvements que nous connaissons tous, comme la TVA, l'impôt sur le revenu ou la taxe foncière. Mais il y a aussi tous ceux dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Et pour cause, ils sont bien dissimulés. Si bien d'ailleurs que nous n'en entendons jamais parler. De l'achat d'un plein d'essence à celui d'un réfrigérateur, en passant par le dentifrice, le vin, le sucre, l'électricité, le logement ou les cigarettes, chaque élément de notre vie quotidienne est rythmé par les taxes. Pendant notre vie et même après, puisque l'enterrement sera pour votre commune l'occasion de renflouer ses caisses, l'inhumation, la crémation et le convoi funéraire font ainsi par exemple l'objet de 3 prélèvements différents. Remettre de la justice dans une société qui est devenue profondément injuste et permettre à chaque Français de retrouver sa fierté. Mais peut-on seulement savoir pourquoi on paie? Plus c'est gros et mieux ça passe. Quoi de neuf, docteur? On paie des impôts finalement tout au long de la vie. Sur ce qu'on gagne évidemment, sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on possède, sur ce qu'on vend. Et il ne faut pas oublier que la première ressource de l'État, c'est justement la TVA. Donc en fait,
Tous les Français sont contribuables. Et c'est un peu comme si les dirigeants avaient appliqué au pied de la lettre la fameuse recommandation du ministre de Louis XIV Colbert, qui disait que la collecte de l'impôt consiste à plumer loi sans qu'elle crie. McFly, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Cette anecdote, elle est fausse. Elle est vraie. Et bien en fait, on a l'impression que justement les pouvoirs publics exercent un certain nombre de techniques pour éviter que les Français prennent conscience qu'en fait, l'argent public les concerne, puisque non seulement ils y participent tous, et en plus, ils ont droit de demander des comptes à leurs élus. Bonne chance, Manu. Conséquence de cette propension à la taxe, la France est, pour beaucoup de contribuables, devenue un véritable enfer fiscal. Le groupe de réflexion américain Tax Foundation compare depuis des années l'attractivité des pays européens et a, en 2022, placé la France à la toute dernière place. Cela ne devrait guère nous étonner. Qu'il s'agisse d'impôts sur les particuliers, les sociétés, la consommation ou le foncier, le constat est simple, la France se flatte d'être un modèle que personne n'a le génie de copier. Faut-il taxer davantage les plus riches? Pas ça! Pas ça! Pas ça! Bon, on dit merci Macron, oui. Nous n'avons pas eu de problème de rien dans ce pays, rien. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. La France compte la plus importante concentration d'élus de la planète. Avec ses 577 députés, ses 348 sénateurs, 2040 conseillers régionaux, 4042 conseillers généraux, 34 945 maires, 519 417 conseillers municipaux et les 38 000 élus intercommunaux, notre pays totalise 618 384 élus, soit un mandat pour 104 habitants. Bon, bah ça fonctionne, ça fonctionne. Hein. Alors, on continue. Voilà les petits loups. L'administration française comporte plusieurs couches, qu'on appelle le millefeuille, tellement il y en a. Il y a les communes, il y a le groupement de communes, qui est un truc un peu plus mystérieux. Au-dessus du groupement de communes, il y a le département, puis il y a la région, donc ça fait déjà 4 couches. Mais on a ajouté à ça les métropoles, parce qu'autour de Lyon, des grandes villes françaises, donc il y a la métropole qui remplace plus ou moins le département, mais pas complètement, puisque le département subsiste. Donc c'est en ce sens que ça ne cesse de se compliquer. Même quand on veut rationaliser, il y a eu une réforme des régions sous le mandat de François Hollande. Objectif, simplifier, économiser. Raté. Ça n'a rien économisé du tout. Ça coûte très cher. Non, c'est l'État qui paye. Quand vous créez un objet, il veut exister. Pour exister, il veut des missions et il veut des moyens pour les remplir et il en veut toujours plus. Et donc, plus vous créez d'objets et de couches, plus vous générez de désirs de dépenser. Ça a été particulièrement flagrant pour les groupements de communes qui étaient faits au départ pour rassembler des centres de dépenses et acheter mieux, plus économique, etc. Et qui en fait a amené à une explosion des dépenses parce que finalement les communes n'ont pas souhaité transférer les personnels correspondant aux fonctions vers le groupement de communes. Donc le groupement de communes a embauché des gens pour faire les choses en interface avec les gens sur les mêmes fonctions dans les villes. Et puis, alors là, l'erreur totale et épouvantable, le groupement de communes, qui au départ n'avait pas de capacité à lever de l'impôt en propre, a dit, nous, on peut faire plus de choses à condition de lever de l'impôt. Et on les y a autorisés. Donc à partir de là, la boîte de Pandore était ouverte et les gens ont levé de l'impôt, se sont inventés des nouvelles missions, etc. C'était une zone de non-droit démocratique puisque ces gars-là levaient de l'impôt, etc. sans avoir été élus pour se faire quelque part. Je vais te redire ce que je veux. Regarde bien mes lèvres. Hein. Je veux 5 000 $. Regarde bien mes lèvres. Hein. Je veux 5 000 $. Entre la Direction générale de la santé, les ministres, le Conseil scientifique, Santé publique France, la Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil de la Santé publique, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, chacun estime avoir rempli sa mission, c'est-à-dire avoir scrupuleusement respecté les règles. Je rappelle que je ne connais aucun ministre en Europe qui se soit exprimé aussitôt devant ses concitoyens. Cela prouve quelque part mon degré de vigilance. Excellent, excellent! Pour parvenir à se moderniser, depuis une dizaine d'années, l'État a aussi multiplié les recours à des cabinets de conseil privés. Tant et si bien que le Sénat parle d'un phénomène tentaculaire. La Cour des comptes a fait le bilan. Depuis 2015, les achats en prestations intellectuelles des ministères ont plus que triplé.
Les dépenses pour les conseils en stratégie ont été multipliées par 12 et par plus de 20 en matière de communication. Dans le fond, on avait pris sans doute trop l'habitude de dire, voilà, l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser et demander à des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive. Je souhaite que chacun se reprenne. Tout le monde y a intérêt. L'étude de la gestion de la ville de Paris est un cas d'école. Depuis 2014, la dette a plus que doublé, tandis que les impôts explosent. Je ne gouvernerai pas en me contentant d'ajouter de la dette à la dette. En 2001, quand les socialistes ont pris la mairie, il y avait 1 milliard de dettes. Et là, plus récemment, Madame Hidalgo a doublé la dette en 8 ans. En 2001, il y avait 40 000 fonctionnaires, il y en a maintenant 55 000. Je ne pense pas que Paris était très mal géré pendant la période qui a précédé. Et donc, si on fait le rapport par habitant, ça fait un fonctionnaire pour 39 habitants à Paris. À Rome, pour 95, à Londres, pour 107. Voilà, c'était des fois plus parlant que des dizaines de milliers dont on ne se rend pas compte ce que ça reprend. Encore que 55 000, c'est une ville, hein. Donc voilà, pour des dépenses faramineuses, rien que pour elle, cette chère Madame le maire, elle a 236 personnes à son cabinet et 416, je crois, à son service de communication. Il y a entre 250 000 et 300 millions de subventions aux associations, dont certaines, on se demande si elles ont une existence réelle, il n'y a jamais de contrôle. Moins économes, endettés jusqu'au cou, suradministrés et moins équipés. Paris perd plus de 10 000 habitants chaque année. Je suis quand même une vraie écolo, je suis une vraie femme d'action. Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Hein. Nous n'avons pas eu de problème de rien dans ce pays, rien. Nous avons vécu presque un siècle sans problème. Nous avons un problème depuis que nous avons une immigration qui a importé la religion islam dans notre pays. Posons le sujet sans tabou. C'est ok! Je vous rafraîchis la mémoire. 11 condamnations dans la majorité, dont celle de violence envers une ex-compagne, avec refus du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député concerné, et un autre condamné pour harcèlement sexuel envers une collaboratrice. Ça s'appelle l'irresponsabilité. 8 mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusé du peu, et, pardon, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux, accusés l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. Je suis un champion! Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Bonjour. Ce sera un bordel, mais alors, moi franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. Faut en avaler des couleuvres pour faire de la politique. Non, pas du tout, j'aimerais pas faire ça. Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je suis un champion! 12 enquêtes en cours, dont une concerne le ministre du Travail pour favoritisme. 13, et oui, 13, mises en examen pour un seul homme, champion de France, toute catégorie, du nombre de mises en examen, accusé notamment de fraude fiscale, emploi fictif, financement illicite de dépenses électorales. Cet homme qui n'est autre que le conseiller politique du président de la République. Mais qu'est donc devenu ce candidat à l'élection présidentielle qui, en 2017, déclarait qu'un ministre devrait quitter le gouvernement s'il était mis en examen? Le président Macron, au contraire, aura, contrairement à tous ses prédécesseurs, renoncé à cette exigence éthique. Le RIB que je t'ai donné ce matin, tout le monde le cherche. C'est Brigitte qui m'a troublé. Pardon. Alors même qu'un des premiers signataires de ce texte est accusé au terme de 2 plaintes de viol sous soumission chimique et de tentative de viol. Beau bilan. La société souffre. La crise sanitaire n'est pas tout à fait terminée. La crise en Ukraine et toutes ses conséquences sont là. La question du pouvoir d'achat va t'occuper. Bonne chance. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais comment on peut continuer à faire ça? On dit rien, c'est normal. On devient fou, on devient fou, on devient fou. Comment je peux expliquer ça à mes enfants? Il est grand temps d'arrêter la machine infernale.
Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Emmanuel Macron ci ha definiti vomitevoli, cinici, irresponsabili. E qui la stampa italiana a dire, hai visto che ha detto Macron, che siamo irresponsabili. Vergogna. Irresponsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Cinici Emmanuel Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni. Sur Emmanuel Macron, vous traitez-vous d'adolescent, de BP Grillo en Giorgio Armani, co-responsable du ras-le-bol fiscal, candidat de l'establishment. D'abord, j'espère qu'il ne viendra pas dans notre région, parce que partout où il va dans une région, il insulte les habitants de la région. Il va en Bretagne, il y a des illettrés. Il va en Guadeloupe, il s'expatrie. Il va dans les Hauts-de-France, il considère qu'il y a de l'alcoolisme et du tabac en très grand nombre. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays. D'abord, on n'insulte pas les électeurs et on essaie de comprendre leurs difficultés. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Je ne veux plus parler parce que c'est grave. Laissez-moi aller dormir. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Oui.